Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale pour une nouvelle émission de La Petite Reine, la dernière de la saison parce qu'il s'est passé effectivement pas mal de choses depuis la dernière fois, c'était après le Tour de France qui avait vu la victoire de Donier Viadoma au mois d'août et voilà, depuis on n'a pas réussi à s'ajuster pour pouvoir vous proposer une émission 100% cyclisme féminin, mais on pouvait pas conclure l'année 2024 avant d'en faire une nouvelle. Donc très heureux de vous retrouver pour parler de tout ce qui a pu se passer. Il y a pas mal de choses au programme, mais avant de rentrer dans le détail de ce qu'on va vous raconter, je vais vous présenter les deux personnes qui sont avec moi pour enregistrer l'émission. Tout d'abord, vous en avez l'habitude depuis le début de l'année, c'est Loïc, présent à chaque émission de La Petite Reine. Salut Loïc, comment vas-tu ? Écoute, ça va super. Pas mal de taf en ce moment et malheureusement, on n'a pas du tout réussi à se retrouver pour faire une petite reine. Mais bon, on va pouvoir parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Ça va être très très chargé et j'espère que ça va bien pour toi aussi. Ah ouais, ça va nickel aussi. Je suis hyper content en tout cas qu'on reprenne le temps de faire cette émission et pour nous accompagner, Loïc, on est désormais trois depuis quelques émissions. C'est bien sûr l'inusable Titien. Salut Titien, comment vas-tu ? Salut les copains, ça va très très bien. Super content de parler de cyclisme féminin. Ça y est, j'ai bouclé ma première saison où j'ai suivi l'intégralité de la saison de cyclisme femme. J'avais déjà commencé à bien regarder l'an dernier, mais cette année, j'ai vraiment suivi, je pense, toutes les courses que j'ai pu. Donc, et c'était vraiment incroyable. Donc maintenant, je suis très content de pouvoir parler de cyclisme féminin parce que on vit des moments fous également avec ces femmes qui depuis quelques années font grandir cette discipline. Donc voilà, super content d'en discuter avec vous aujourd'hui et de conclure cette saison. Bah oui, c'est vrai qu'on arrive également, bien sûr, à la saison de route est finie, mais effectivement, je te rejoins là, ce qu'elles ont pu proposer les filles cette année, c'est assez extraordinaire et moi je trouve vraiment que le niveau est en train de se densifier et puis d'augmenter d'une manière assez fulgurante quand on se rappelle le Tour de France d'il y a 2 ans et puis les courses qu'on voit cette année, à la fois la façon dont les courses se développent, il y a des nouvelles courses de renom qui se créent assez facilement et puis moi je trouve que la densité du peloton est aussi en très très bonne voie et on voit quelques jeunes filles arriver et ça promet de belles années devant nous. Mais c'est vrai que là, il y a pas mal de jeunes personnes qui arrivent dans le peloton et justement, je pense que c'est une des choses qui m'a marqué sur cette fin de saison personnellement. Ouais, c'est incroyable. En fait, on a l'impression d'assister à ce qu'on assiste dans les courses des très jeunes chez les hommes, c'est-à-dire des courses de cadets, où ça va dans tous les sens, etc. Donc, certes, il y a des filles qui dominent, mais il y a mine de rien une assez grosse hétérogénéité dans le niveau des femmes et une grosse homogénéité, on va dire, dans le niveau des meilleurs, ce qui donne des courses plutôt sympathiques, très peu cadenassées, je trouve. Donc, vraiment. On vit en tout cas du cyclisme féminin qui donne énormément de plaisir devant nos écrans. Ouais, exactement. C'est vraiment super intéressant de regarder les courses, de les suivre et aussi de les analyser. Donc au programme pour cette émission, messieurs, on va dans un premier temps revenir un petit peu sur les dernières courses de la saison post-Tour de France et puis voir un petit peu ce qui nous a marqué chacun, quels éléments on a trouvé importants pour revenir dessus sur cette fin de saison. Ensuite, on va faire quand même des petits Fringale Awards. Il n'y a pas de raison que les femmes n'aient pas leur Fringale Awards sur Radio Fringale. On décernera un coq d'or, une fringale d'or bien évidemment et le trophée du cannibale, de la cannibale de l'année. Et puis également, forcément, on ne pouvait pas passer à côté, on finira l'émission avec la présentation du parcours du Tour de France Femmes qui aura lieu en 2025. Il y a plein de choses à en dire également, donc on va revenir dessus le plus en détail possible, bien évidemment. Messieurs, il s'est effectivement passé pas mal de choses depuis le Tour de France au mois d'août. Il y a encore eu des belles courses avec une belle densité, également un très beau championnat du monde où il s'est passé pas mal de choses. J'aimerais faire un petit tour déjà, savoir, toi Loïc, quelle fait t'a le plus marqué sur ces dernières épreuves de la saison, s'il y avait un truc à retenir selon toi.
Il y a beaucoup de choses qui se sont passées parce que la fin de saison est ultra générale, mais il y a les championnats du monde qui ont été super impressionnants, mais ça on en a déjà un peu parlé et bah la, enfin le n'importe quoi qui s'est passé autour de l'équipe des Pays-Bas. Sinon, j'avais envie de pousser aussi un petit coup de gueule sur ce qui s'était passé sur le Tour de Guangxi en Chine, où en fait on se retrouve avec une course qui est soi-disant du plus haut niveau international et on a, je sais, enfin, très très peu d'équipes qui viennent en fait jusqu'en Chine. Ça montre en fait, je trouve ça vraiment très dommage de. Alors je sais pas comment régler le problème, mais euh, c'est pas normal pour moi que toutes les équipes ne viennent pas sur une enfin sur une course de ce niveau-là. Et après, une autre chose qui m'avait marqué, c'était enfin, un peu le train de la hype qu'il y a eu autour de la jeune Kate Ferguson, la Britannique, qui nous a gagné Binchimé Binch chez les dames et qui a fini première au championnat du monde junior. Bon, elle a vraiment seulement 18 ans et elle court pour Movistar. Et elle était ultra impressionnante. Elle a battu des grosses papates du peloton quand même. Et puis, il y a pas mal de trucs qui se sont passés, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs et moi j'ai bien une idée hein, pour la course en Chine. Hein. Ce serait de la supprimer tout simplement. Voilà. Mais ouais, puis enfin, on sait que cette course, on en avait parlé aussi avec Titien dans une émission. Elle arrive en fin d'année, tout le monde est cramé, il faut taper le voyage là-bas. C'est un peu, c'est sûr que en gros c'est les équipes qui vont chercher des points et c'est peut-être pas, ouais, c'est difficile pour ces courses en tout cas de trouver une place dans le calendrier. Ouais, En tout fait, à fait. Ouais, vas-y, pardon, Loïc. non, vas-y, tiens, vas-y. Non, bah, je suis plutôt d'accord, hein, c'est hyper compliqué. Et puis en même temps, vu que c'est compliqué et que les mecs vont pas faire des déplacements enfin, au milieu de la saison aussi loin, bah, on les met soit en début, soit en fin de saison. Du coup, enfin, c'est un peu un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que, grosso modo, elles prendront jamais plus d'importance parce qu'elles seront à un bout de la saison où les coureurs ont soit pas envie d'y aller, soit pas la forme. Enfin, les coureuses, pardon, ont pas envie d'y aller. Et c'est la même chose chez les hommes d'ailleurs, hein, ou pas envie, etc. Et puis en même temps, bah, du coup, si on les mettait au milieu de saison, ça générerait des déplacements importants, ça casserait un peu de choses. Et je pense que ça marcherait pas non plus. Donc en fait, ouais, pas de solution si ce n'est qu'effectivement. Euh, si elles étaient pas si une course comme ça n'était pas au calendrier, moi, on en vivrait bien aussi. Donc après, non, mais Oui, j'ai mais je pense que pas, il y a les pas vraiment de organisateurs, solution. les Oui, oui, organisateurs, ils ouais. donnent pas mal de sous pour qu'il y ait ce Eh, genre c'est sûr, c'est sûr, de courses. Et c'est pour ça que ça c'est m'étonne sûr. aussi qu'il n'y ait pas plus d'équipes qui y viennent, parce que si les organisateurs ont tellement de thunes et qui peuvent rebalancer un peu par la fenêtre, c'est un peu l'impression qu'elles donnent, ces Ouais, mais courses-là, redistribuer-les aux équipes pour qu'elles viennent, parce que là, il n'y a personne qui vient. ouais, mais en fait, les équipes n'ont pas les mêmes moyens en fait que dans le peloton masculin, par exemple. On est en fin de saison, les effectifs sont pas aussi denses et aussi fournis que des équipes hommes, par exemple. Donc tout ça est beaucoup plus compliqué niveau des femmes, en tout cas moi je trouve là-dessus. Donc il n'y a pas vraiment de solution, j'ai l'impression à ce problème. Ouais, Mm. ou alors peut-être une approche qui peut être intéressante, c'est de faire par exemple 3 mois dans la saison où toutes les courses de haut niveau cyclisme sont en Asie par exemple. Et là, bah du coup, ça déplace tout le peloton en Asie ou ce genre de truc, c'est-à-dire regrouper des courses qui s'enchaînent. C'est comme une autre échelle, mais le Grand Prix de Montréal et le Grand Prix de Québec, bah ils suivent parce que les gars, ils vont pas se Oui, déplacer 2 fois. Donc dans le même esprit, peut-être sur un temps plus long, pour voilà, si l'objectif c'est de développer aussi le cyclisme et puis de mettre en avant des courses là-bas, bah, faire en sorte que le calendrier s'organise pendant toute cette période-là, bah il y a pas de course en Europe. Après voilà, c'est ah, mais ça marche que si c'est des courses du même acabit. Hmm. Mais si t'as qu'une seule course où il y a les meilleures coureuses du monde qui peuvent être présents et les restes des 2 autres mois où t'es en Asie, c'est que des courses Ah bah oui oui. de second niveau, finalement, ça marchera Hmm. pas. Donc, il y a pas de. Et puis, y a pas vraiment de solution à ça, en fait.
c'est comme les courses aux Émirats, hein, t'en as au début de l'année et puis ensuite t'en as pas le reste de l'année. Alors également pour des conditions climatiques, etc. Mais autant oui, alors il faudrait les placer vraiment, pour moi, le seul moyen que ça marche, ce serait enfin, de faire comme ce qu'on a au mois de février sur les courses aux Émirats, notamment sur les hommes. Elles sont toutes regroupées sur un mois. Beaucoup font leur préparation de début de saison. Voilà, il fait beau, etc. Ça fonctionne. Une course en Asie en fin d'année, alors que tu es cuit, tu n'as sûrement pas envie d'y aller. Et puis en plus, c'est que pour 5-6 jours et ensuite tu rentres. Ça marcherait pas. Donc pour moi, c'est la seule manière de faire ça, c'est comme tu proposes, c'est de le concentrer au début de saison, un peu dans le sens. C'est ma tournée un peu de préparation dans un cadre plutôt sympa où il fait beau parce qu'en Europe en février, janvier-février il fait moche. Ça peut fonctionner, mais sinon ouais, compliqué quand même. Ça rallonge quand même la saison. Enfin, Oui, si oui, tu rajoutes après, un gros bloc sur le début de saison. Après aussi, la question que je me pose, c'est... Enfin, en fait, je serais curieux d'avoir le nombre de spectateurs de ces courses-là, parce que, vu du décalage horaire, moi, je t'avoue, Ouais, c'est clair. j'ai absolument pas regardé la course. Je n'allais pas me lever à 3h du mat pour aller regarder les jours de course. Ah Ah, bon? quand même. Non, c'est pas possible. C'est pas Mais sérieux, attends, si c'est pas sérieux Loïc. Moi j'apprends ça comme ça, c'est pas sérieux du tout. je vais me faire virer là. En pleine émission, il se fait virer le mec. Non Ouais, mais mais c'est t'as vrai, raison, ouais, t'as t'as raison à fond, à fond. Qui va se lever pour regarder cette course-là, et puis même sur le bord des routes, enfin, on n'est pas dans un col de grand tour en Europe, donc effectivement c'est... Bah là, c'est des belles lignes droites. Ah Tu bah sais, oui. elles font 15 mètres de large, les routes. Mm. Hein. Là, pour avoir des... C'est pas très technique. Hein. Je pense que tu peux amener un bulldozer bah, tu peux être l'équivalent d'un Oui, bulldozer mais niveau technicité, tu tomberas pas. je suis pas sûr que ce soit un problème parce que il y a encore 15 ans, je me souviens, il y avait le Tour du Qatar et puis c'était à peu près tout dans cette région-là. Maintenant, on a le tour des l'UAE Tour, on a le Tour d'Abu Dhabi, on a le Tour d'Oman. Donc on a une série de courses qui se disputent là-bas. On va pas se le cacher, c'est pas les courses les plus passionnantes de l'année. Pour autant, on les regarde d'une parce que c'est la saison qui reprend, donc on est plutôt content en fait. Et puis de deux, Ouais, bah ça voilà, aussi les ça joue. cours arrivent parce que mine de rien, en février en Europe, il fait encore bien moche. Tu peux aller rouler voilà, et monter en forme, aller chercher et essayer de glaner des victoires là-bas. Et puis en plus, tu es dans un cadre plutôt sympa, il fait beau. Et moi, je les regarde à la télé, sur le bord des routes, il n'y a personne. Donc, et pourtant, chaque année, c'est des courses qui montent un petit peu en puissance. Et donc, en fait, Ça fait 3 mois que t'es en manque de vélo aussi. Quand Ouais, il y a ouais, oui, mais non, ça, mais du coup, ça joue à fond, ça. ah, mais en fait, en fin d'année, ça marchera jamais. Ouais. Là, on a un peu, tout le monde commence à décrocher du cyclisme sur route après les mondiaux, après les dernières grandes classiques. Il y a la saison de cyclocross qui démarre, etc. Donc, effectivement, à part aller faire des tournées comme ils sont en train de faire un petit peu les Guignols à Singapour ou à Saitama, tout ça. Bah Bon, là, bah, par voilà, il y contre, a ils y pas. vont, les coureurs, mais je pense que le chèque est pas le même. Bah là, ils y vont, mais le chèque est plus et puis, intéressant. Et puis, les talents d'acteurs ah, c'est sont magnifique. assez, Ah, Ah, c'est... Cavendish qui finit sa saison sa carrière en beauté avec une victoire, larme à l'œil et tout, ouais, c'est les Non, mais coureurs, du les coup, coureurs sont des acteurs. tout ça pour dire que les solutions sont compliquées à trouver sur ce côté-là. En tout cas, s'il y a un créneau à prendre pour des épreuves asiatiques, bah, il serait en début de saison, mais il y a d'autres courses maintenant qui ont déjà repris leur place. Donc voilà, c'est pas si simple. Voilà. Donc à réfléchir. Mais j'avoue que moi, pour l'instant, je suis plutôt en mode bon, bah, c'est des courses auxquelles je fais pas du tout attention, je vous avoue. Oui, puis il y a certaines courses historiques, mais du coup, elles sont... bah, il n'y a pas un haut niveau, et puis elles sont pas étiquetées au World Tour, quoi. Donc là, c'est un autre... En fait, le problème, c'est surtout que ces courses-là, enfin, cette course, en tout cas en Chine de fin de saison, elle soit étiquetée World Tour. Contrairement aux autres courses. Donc, effectivement, mais en tout cas, oui, Loïc, t'as raison, le plateau là-bas était très faible, à quel point que je n'ai même pas du tout suivi cette course non plus, je vous l'avoue. Je vous l'avoue. Ouais, on va revenir rapidement aussi sur un fait marquant de la fin de saison. Je crois que Tissian, on avait pensé tous les deux au même, donc si tu as envie d'exposer un petit peu la course à laquelle on avait pensé. Bah ouais, c'est ce fameux tour de Romandie et surtout cette fameuse arrivée. Alors, tour de Romandie, c'était début septembre, Ouais, si je me début m'abuse. septembre, c'est ça. C'est Ouais. ça. Voilà, bah, qu'il y avait Tour de Romandie, hein, vous connaissez, étape de montagne qui arrivait, il me semble,
Je sais plus exactement où ça arrivait, à Vercorin, je crois. Vercorin, c'est exactement. Vercorin, Vercorin. voilà, au sommet d'une bosse d'une quinzaine de kilomètres, voilà, enfin, un vrai col de montagne, quoi. Et puis, ça a donné lieu à l'affrontement, peut-être l'affrontement final entre ces deux coureuses sous les mêmes coureurs, sous les mêmes couleurs, entre Demi Vollering et Lotte Kopecky, et un sprint à deux en fin de montée qui m'a rappelé le sprint qu'elles avaient eu au Strade Bianche, je crois, en début 2023, où pareil, Vollering bat Kopecky au sprint d'un millimètre, quoi. Et là, ça s'est joué pareil au sprint. Et encore une fois, il y a qu'une victoire au sprint de Demi Vollering, mais assez symbolique finalement pour moi, ce sprint de deux coureuses qui courent sous les mêmes couleurs, mais c'est uniquement le maillot qui les lie, parce que derrière, je pense que voilà, on est dans une énorme rivalité et c'est pas pour rien qu'elles seront pas dans la même équipe l'an prochain. En tout cas, je trouve que c'était une image marquante. On a l'habitude souvent de voir des coureurs et coureuses de mêmes équipes qui arrivent main dans la main, etc. Là, tu sens que non, on n'arrive pas main dans la main et t'es mon adversaire autant que les autres sont mes adversaires, et voilà. Et ça montre également le niveau de ces deux grandes championnes qui sont très très proches maintenant en montagne et qui ont du mal à se départager. Donc ouais, c'était quand même marquant de voir deux coureuses de la même équipe se donner jusqu'à la ligne comme des mortes de faim pour montrer leur supériorité par rapport à l'autre. Je sais pas si tu l'as vu un peu comme ça toi aussi. Ouais, exactement. Je te rejoins totalement dans l'analyse que tu fais de ce duel entre ces deux filles. Et moi, ce qui m'a aussi marqué dans l'ascension, c'est qu'à un moment, Vollering, dans le final, elle se détache et elle prend de l'avance. Et on se dit, ah bah ouais, quand même, là, elle est encore au-dessus en montagne. Même le Pecky, qui a été hyper impressionnante toute la saison, et notamment sur ce terrain-là, elle est pas encore à son niveau. Et en fait, Kopecky, elle gère son effort et elle revient et elle arrive à coller Vollering, et ça, moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus impressionné aussi. C'est pas juste les deux, elles arrivaient pas à se départager, c'est que non, Vollering, elle a fait la différence à un moment, et qui finalement, elle a pas pu creuser comme elle a voulu, ou comme on l'avait pu le voir sur la Vuelta par exemple, où elle était vraiment une jambe au-dessus de tout le monde. Et là, du coup, malgré ce coup sur le casque où elle se fait rattraper, elle s'arrache quand même pour aller remporter le sprint. Alors ça suffira pas pour remporter le classement général du Tour de Romandie, parce que c'est Lotte Kopecky qui s'impose avec 6 secondes d'avance. Mais ouais, moi j'ai trouvé, en fait, c'est vraiment le symbole de cette arrivée toutes les deux qui est marquant. Et tu l'as très bien dit, quand on sait que elles seront pas sous le même maillot la saison prochaine. Je crois même que c'était leur dernière course ensemble sous le même maillot, si je me trompe pas. Donc ouais, c'est symboliquement, cette course était forte. Je pense que ça annonce que des bonnes choses pour l'année prochaine, et notamment sur le Tour de France, pour voir comment est-ce que Lotte Kopecky va se préparer pour jouer le classement général. Je pense qu'elle jouera le classement général l'année Ouais. prochaine. Mais ça viendra plus tard dans l'émission. Mais je pense qu'aussi il était temps que les deux coureuses changent d'équipe, parce que là, je pense que ça devenait totalement intenable. Là, par curiosité, j'étais retourné regarder les photos des podiums et des classements par équipe. Et par exemple, il y a la photo de la SD Works qui gagne le classement par équipe. Et tout le monde est content, sauf Vollering qui fait bien la gueule. Et je pense que c'est une bonne chose que ces deux trajectoires se séparent. Et ça donnera une très très belle rivalité dans le futur. Et ça a déjà été une rivalité sur les 2 dernières années, voire les 3 dernières années. Donc on va voir qui prendra l'ascendant. Mais je pense que ça va être du spectacle à gogo. Ouais, ça va être passionnant, effectivement. Et merci messieurs pour ces premiers moments pour introduire l'émission et revenir sur ce qui s'est passé sur la fin de saison. On va pouvoir maintenant revenir carrément sur toute la saison avec les Fringall Awards. Et pour commencer, on va désigner le trophée du Coq d'Or, donc qui permettra de récompenser la meilleure française de l'année 2024. Titien, si tu veux commencer par nous dire quelle fille tu as choisi pour lui remettre le Coq d'Or, et puis développer un petit peu sur pourquoi. On est d'accord qu'on parle que de route, hein, parce que si je prends le VTT, je pense que Oui, le corps féminin, il va être vite trouvé. Et effectivement, oui, on a abordé que la route cette saison sur la petite reine, donc on va rester sur la route, c'est sûr. Non, bien sûr, c'est pas facile. Il y a pas mal de Françaises quand même qui ont bien brillé, je trouve, mais moi j'ai quand même envie de l'attribuer à Evita Music, ce Coq d'Or. Tout simplement parce que pour moi c'est elle qui a réalisé la performance française de l'année sur route en battant à la pédale Demi Vollering. Il faut se dire que
c'est pas tout le monde et même très peu de coureuses qui sont capables de battre Demi Vollering au sommet d'un col à la pédale, voilà comme ça. Et elle l'a fait en puncheuse sur la Vuelta. Donc juste pour cette performance enfin, alors déjà pour cette performance d'Evita Music, voilà, et puis surtout pour sa progression, on savait que c'était une bonne grimpeuse, mais ça restait une grimpeuse qui jouait souvent les étapes de montagne, mais assez peu les classements généraux finalement, puisque si je vais sur sa fiche Pro Cycling Stats de l'an dernier, voilà, elle fait 17e du Giro, elle fait des top 10 sur des courses par étape de quelques jours, mais voilà, il y a pas vraiment c'était pas vraiment une leader pour moi dans l'équipe. Elle était derrière des Ludwig, par exemple, à la FDJ Suez. Et cette année, c'est devenu vraiment la leader numéro 1 de l'équipe. Voilà, ça fait top 3, deuxième du classement général du Tour de Burgos. Sur le Tour de Suisse, elle fait 10e. Sur la Vuelta, elle fait 5e, alors que pourtant, elle s'est pris une bordure et que si son niveau général, c'était sûrement d'être deuxième ou troisième. Sur le Tour de France, c'est pareil, elle est quatrième du classement général. Donc, une saison hyper consistante pour Evita Music, qui est devenue, pour moi, la meilleure grimpeuse du peloton et vraiment la tête d'affiche en montagne du cyclisme féminin, même devant Juliette Labousse, qui a, je trouve, connu un peu plus de difficultés cette année. Donc, ouais, voilà, je l'attribue à Evita Music pour sa progression et ses coups d'éclat. Très bien. Eh ben, un vote pour Evita Music. Loïc, ton avis? Bah, enfin, je trouve que Titien a quand même bien résumé l'histoire. Enfin, moi, aussi, moi, je voterais pour Evita Music. Je pense que ça a été une année où on a vraiment découvert plus sur les classements généraux et ça donne beaucoup d'espoir. Bah, sa 4e place au Tour de France, c'est quand même Enfin, j'aurais bien voulu l'avoir sur la boîte, mais en même temps, enfin, au vu du scénario qu'il y a eu, c'était une des meilleures performances qu'elle pouvait faire. En fait, j'étais plus. Juliette Labousse, en fait, cette année, elle m'a. Alors, je vais pas dire qu'elle m'a déçu sur l'année, mais je pense que j'avais plus d'espérance autour d'elle, et du coup, bah, j'avais. Enfin, Evita Music, elle m'a beaucoup plus surpris, et elle m'a plus marqué sur la saison. Ça se fait plus au sentiment. Et bah oui, Titien a dit la plupart des choses. Et je veux dire que je suis déjà tourné vers la saison prochaine, et je pense que ça va être beaucoup le cas dans cette vidéo. Mais enfin, au vu de la super team de la FDJ, quel va être son rôle et est-ce qu'elle va pas être un peu bridée parce que je pense qu'elle a vraiment un très haut potentiel pour les classements généraux. Et comment est-ce que la FDJ va éviter de la mettre dans ce genre de situation, enfin qu'elle arrête de se prendre des bordures parce que sinon, je pense elle fait beaucoup mieux quoi. Eh ben, moi je vous rejoins également. Forcément, pour moi, Evita Music est la meilleure française de l'année 2024. Ses performances, en fait, elle a eu un très haut niveau de performance sur certaines courses à certains moments de la saison. Et elle a quand même une très belle régularité sur la saison où elle, au niveau des grands tours notamment, enfin moi elle m'a beaucoup impressionné dans ses capacités en montagne. Il y a Titien, tu l'as très bien dit, sa victoire devant Vollering qui a vraiment cloué enfin voilà, scotché tout le monde. Elle fait aussi une très belle flèche wallonne avec une 4e place, une belle ascension du mur de Huy bien gérée également sur des efforts qui lui correspondent bien. Et puis voilà, c'est une progression, encore une montée en puissance par rapport aux saisons précédentes. Et ce qui est cool avec Evita Music, c'est qu'on sent qu'il y a encore de la marge. Contrairement à, par exemple, Juliette Labousse, on a déjà parlé plusieurs fois, on a un peu l'impression qu'elle est aussi par son manque d'explosivité et puis un peu au maximum de ses capacités. Tu l'as dit aussi Loïc, si elle règle quelques soucis de placement, de bordure, enfin voilà, de pas se faire prendre dans les bordures, de pouvoir frotter, s'améliorer en contre-la-montre également. Et ben il peut y avoir vraiment de belles choses, de très belles choses même. Et clairement, pour moi, le podium en grand tour, il devrait arriver bientôt. Donc ouais, voilà, j'ai pas hésité très longtemps. J'en profite comme c'est le trophée du Coq d'Or pour parler un petit coup de Cédrine Kerbol qui a fait
Bah, une saison absolument remarquable. À 23 ans, elle a remporté une étape du Tour, ce qui est à la pédale en plus une manière absolument remarquable. Elle finit aussi très fort la saison en s'imposant au Trevali Varesine sous un temps absolument exécrable. Et ouais, moi elle m'a fortement impressionné cette saison. On l'avait un peu plus découverte l'année dernière, notamment sur le Tour de France et son maillot blanc, mais là elle a encore franchi un cap. On verra l'année prochaine quel sera son parcours chez la IF, mais clairement c'est aussi une Française qui m'a impressionné cette année. Ouais, bah, moi, je te suis sur Kerbal, je te suis à Ouais, 100% aussi. belle progression. Ouais, effectivement. C'est une des Françaises marquantes de la saison, mais je pense qu'elle a eu, enfin, elle a eu une progression folle sur la saison, mais on va dire, enfin, elle pouvait pas vraiment encore atteindre le coq d'or. Je pense que dans les prochaines années, elle pourra vraiment y prétendre. Surtout que là, elle était pas forcément dans l'équipe la plus forte et la mieux organisée du peloton. J'ai rien contre son ancienne équipe Ceratizit, mais IF, j'ai l'impression que c'est quand même une plus grosse structure avec des coureuses qui ont performé tout au long de l'année cette saison. Et après, l'histoire tout autour du contrat, etc., j'espère que ça va pas la déstabiliser et qu'il n'y aura pas trop de remue-ménage autour de ça. Mais je pense que c'est une des progressions de l'année. Et c'est sûr que l'année prochaine, elle sera dans les premières places pour ce classement. Bah, en tout cas, on l'espère bien, ça voudrait dire qu'elle a réussi une belle saison. Et bah, coq d'or décerné à Evita Music. Félicitations, Evita. On va pouvoir passer maintenant, messieurs, à la fringale de l'année, la fringale 2024. Quelle coureuse nous a le plus déçu, a le plus dégringolé au classement quand on regarde sa saison 2023 et une saison 2024 peut-être fantomatique. On va voir, je suis curieux de savoir qui vous avez choisi. On va commencer par toi, Titien. Du coup, à qui décernes-tu cette fringale ? Une coureuse que j'adore, je suis désolé pour elle. Et je reste dans l'équipe FDJ Suez, ce sera pour Cécilie Uttrup-Ludwig, qui a une saison très très compliquée pour Cécilie Uttrup-Ludwig, qui était quand même une cadre du circuit. Et mine de rien, y a pas... ça avait bien commencé cette année avec une victoire en puncheuse sur le Tour Down Under. Et puis ensuite, il y a eu des chutes, il y a eu des blessures, mais voilà, il y a une 8e place sur le Giro où elle n'a pas vraiment pesé. Au Tour de France, ça a été compliqué pour elle. Elle n'a pas pesé au JO non plus. Elle n'a pas pesé sur les championnats du monde. Autant dire qu'elle n'a pas pesé sur la saison. Donc elle s'est fait chipper la place de leader de l'équipe pour moi par Evita Music, par les coups d'éclat de Grace Brown, etc. Donc pour moi, c'est saison très très compliquée pour Cécilie Ludwig qui quitte d'ailleurs l'équipe pour rejoindre Canyon en 2025. Très bien. Loïc, à qui décernes-tu la fringale ? Au début, je voulais dire que c'était les équipiers de Demi Vollering en général, les équipes qu'elle a eues. Mais bon, c'est pas vraiment une coureuse au spécifique qui m'a vraiment déçu, c'était plus au niveau de l'équipe. Et je pense qu'il faut que j'arrête de faire des entorses aux règles absolument tout le temps. Oh, tu sais, on est assez libre, si tu veux le désigner à une équipe, tu pourrais. Ouais, c'est juste qu'en fait, c'est vraiment très spécifique à Demi Vollering. Sinon, à SD Works, ça fait une saison, pour moi, qui est 10 sur 10, incroyable. Mais c'est vraiment ce point noir. Et si on peut vraiment parler d'une coureuse... moi, j'étais vachement déçu par Gaia Relini. J'attendais beaucoup plus d'elle cette saison. Elle est très jeune, mais il y a eu des chutes. Enfin, il y a eu quelques chutes. Il y a eu, j'ai l'impression, un manque de confiance. Et aussi, c'est vraiment un profil très spécial. Et vraiment pur grimpeur. Et je sais pas comment est-ce qu'elle va réussir à performer. Et j'attendais vraiment beaucoup plus d'elle. Mais ouais. Voilà, mais donc une double fringale d'or, on va dire. Une pour les équipières de Demi Vollering et une autre pour Gaia Relini. Très bien. Mais Adri, Loïc, il triche tout le temps. Je sais pas si tu as vu le dernier écrase les pédales. Non, j'ai pas encore eu cette chance, mais oui, mais à quel point c'est un tricheur. Ça, on dirait. C'est quoi? C'est faire des choix, c'est compliqué, c'est ça, Loïc. Dis-nous tout. C'est très bien. Et là, c'est vrai que
sur le dernier écrase les pédales, on va dire que c'est même pas tricher, c'est casser la jambe aux règles. T'as vandalisé le truc, quoi. Ok. Bah, Maintenant, les écrase les pédales, on met 5 personnes à la 10e place. Pour être sûr de froisser personne. Hein. Ouais, bah, j'imagine. Bah, j'irai écouter ça, puis je mettrai un petit commentaire, du coup. Voilà. Ouais. Bah, moi, messieurs, j'ai choisi quelqu'un d'autre. J'ai choisi une italienne, Silvia Persico. Pourquoi ce choix? Parce que j'en attendais vraiment beaucoup d'elle, notamment sur les grands tours. Elle a été absolument inexistante, que ce soit sur le Giro ou le Tour de France, où enfin franchement elle fait même pas dans les 50 premières du tour. Elle était voilà, moi j'ai totalement à côté. Elle a juste une victoire au Grand Prix du Morbihan, qui pour moi n'est pas du tout révélateur de son niveau. Voilà, on va dire que son meilleur résultat de la saison, c'est une 7ème place sur le Tour des Flandres. Après, elle est absolument inexistante sur les Ardennaises, et moi ce qui me déçoit le plus, c'est que on l'avait vu sur le Tour de France en 2022, où je crois qu'elle termine à la 5ème place. Elle avait aussi fait un bon Giro l'année dernière, avant d'accuser un peu le coup sur le Tour. Mais on sentait quand même enfin voilà, moi j'avais espoir qu'il y ait une montée en puissance. Elle a aussi eu de très beaux résultats en cyclocross. Elle a pas fait de cyclocross l'hiver dernier, et visiblement ça lui a pas forcément réussi. Voilà, elle a pas vraiment existé, et j'ai été très déçu de sa perf. J'avais hésité avec Ludwig aussi, comme toi, Titien, mais voilà, ce qui m'a fait voter plus pour Persico, c'est que outre Ludwig, elle a quand même eu une énorme chute sur le Het Nieuwsblad, et je pense qu'elle s'en est vraiment pas remise non plus, ce qui explique pas forcément des résultats en baisse, mais voilà, c'est ce qui a fait peser en tout cas dans la balance, voilà, mon vote pour Persico Fringale. Ouais, mais je suis d'accord, Persico, c'est une chute constante pour moi depuis le milieu de saison 2023, où elle avait fait une campagne des classiques absolument flamboyante et remporte la Brabançonne et fait top 10 de toutes les classiques, que ce soit les Flandriennes ou les Ardennaises, si je dis pas de bêtises. Et puis ensuite, l'année dernière, ouais, elle avait été présente sur le Giro, top 10, mais en fond de top 10 sur le Tour de France, déjà, elle fait pas mieux que sa performance de 2022. Donc à partir de ce moment-là, on sentait qu'elle baissait un peu pavillon, et puis il y a plus une régression qu'une progression, qu'une stagnation cette année, effectivement, avec il y a rien, comme tu dis. Donc ouais, j'ai pas pensé, mais maintenant que tu le dis, c'est évidemment un très bon choix en fringale d'or. J'espère qu'elle saura rebondir cette année, effectivement. Pour la 2e saison de suite, on la voit plus en cross, et j'espère qu'elle va revenir, mais ouais, je sais pas trop ce qui se passe. Pourtant, elle arrive à un âge charnière, hein, Bah en plus, 27 ans. ouais. Alors on sait que chez les femmes, voilà, on va dire que c'est moins précoce que chez les hommes aujourd'hui, mais 27 ans, voilà, et c'est l'âge où il faut faire ses preuves et s'imposer. Et pour l'instant, elle va pas dans le bon sens. Donc après, je sais pas si elle a des problèmes ou pas. Toujours est-il que sportivement, cette année, ça a été compliqué. Effectivement. Bon, bah on est bien. À qui est-ce qu'on va désigner cette fringale d'or? Un partout, mais bon, Loïc a voté deux fois, donc ça fait même 4 nominés. Demandons au chat. Voilà. Ceux qui nous écoutent. Effectivement, Oui. comme on a eu l'égalité sur... c'était quoi? C'était sur le Coq d'Or, il me semble. Et ben on va demander aux auditeurs de voter pour savoir qui des coureuses qu'on a présentées pour vous mérite le plus cette fantastique récompense qu'est la fringale d'or pour la saison 2024. Et ben on va pouvoir passer maintenant à la cannibale de l'année, qui selon vous a tout raflé pour l'année 2024. Quelle coureuse a écrasé la concurrence et doit bien sûr recevoir de la part de l'équipe de Radio Fringale le prix du cannibale de la cannibale de l'année. Loïc, à toi l'honneur. Alors t'as voté pour quoi? Pour 4-5 coureuses là du coup? Mais là, ça a été un déchirement total. Enfin, c'était compliqué, je trouve, cette année. C'était super compliqué parce qu'en fait, il y a vraiment deux profils. Enfin, il y a l'autre Kopecky et Demi Vollering, et en fait, le choix, il est. Enfin,
je sais même pas si, en même temps, là, je suis en train de parler, je sais même pas si j'ai encore fait mon choix. Il y a eu des trous d'air pour Vollering, mais des super hauts, et en fait, elle a toujours représenté, pour moi, en fait, pendant toute la saison, elle avait cette image de cannibale de presque imbattable. Enfin, quand elle est sur une course par étape, il y a personne qui peut la battre. Et Lotte Kopecky, sur les classiques, elle a été super forte. Elle garde ce maillot de champion du monde. Euh, le problème, ça a été plus. Enfin, elle rate un peu ses JO, à mon avis. Surtout qu'elle avait. Elle a pas vraiment fait le tour de. Enfin, elle a pas fait le Tour de France pour, pour ses JO, et elle passe un peu à travers, sur route en tout cas. Et je pense que je vais quand même le donner à Demi Vollering parce que pour moi, elle n'est pas responsable de ses échecs sur cette année, ou pas totalement. Et Lotte Kopecky, ce qui aura pêché, c'est ses JO et le fait qu'elle saute le Tour de France pour ça, et enfin, si elle avait parfaitement réussi ses JO et qu'elle aurait pas fait ce compromis dans sa préparation, je l'aurais donné à Lotte Kopecky, mais donc je le donne à Demi Vollering, et parce que je suis un peu chauvin aussi. Très bien, c'est noté, un vote pour Demi Vollering. Titien, à qui décernes-tu le prix de la cannibale de l'année? Assez compliqué, hein. Moi aussi, j'ai pensé forcément à Vollering et Kopecky, c'est les deux grandes dames du cyclisme féminin. Et en fait, j'ai pas réussi à faire. Voilà, il y a des hauts et des bas dans la saison. Voilà, à 4 secondes près, Vollering aurait été largement élu. Mais maintenant, elle n'a pas gagné le Tour de France. Kopecky n'a pas participé au Tour de France pour les JO, effectivement, et elle ne gagne pas les JO. Alors, certes, il y a ce titre de champion du monde en fin d'année, mais en fait, voilà, c'est impossible. J'arrive pas à différencier les deux. Donc, pour moi, bah voilà, j'avais triché un peu. J'ai pris la troisième, la run, qui n'est pas non plus Lisa Borghini. J'ai pris Grace Brown parce que finalement, là où elle pouvait gagner partout cette année, elle a gagné. Elle est championne olympique, elle est championne du monde, elle est lauréate de Liège-Bastogne-Liège. Donc voilà. Qui s'attendait à une telle saison de Grace Brown? Bah, je pense personne. Finalement, là, partout où elle a pu scorer, elle a scoré, elle l'a fait. Donc écoute, vu que j'ai pas réussi à départager les deux, je prends celle qui l'a assumé partout où elle était favorite, qui a gagné dès qu'elle pouvait. Donc écoute, moi j'ai choisi Grace Brown parce que franchement, un titre olympique, un titre mondial et un monument, bah, c'est juste. Et plus un titre national, c'est énorme. Ça reste dans le contre-la-montre, mais au moins, elle, là où elle devait gagner, elle l'a fait, et avec la manière. Et en plus, par rapport aux attentes, c'est bien, bien au-dessus de ce qui était attendu. Donc, magnifique saison, dernière saison professionnelle pour Grace Brown. Donc, voilà, j'ai choisi de la mettre en cannibale. Très bien, un bel hommage pour la fin de sa carrière, effectivement. Bah moi, messieurs, j'ai réussi à trancher entre Kopecky et Vollering, et j'ai désigné Lotte Kopecky comme Ah bah, ça va cannibale nous arranger, de ça. l'année. Ah bah ça Donc nous arrange ça. une fois de plus, on va demander aux auditeurs, aux auditrices de voter, de nous dire qui des trois filles dont on a parlé mérite, selon vous, de remporter ce titre de cannibale de l'année. Moi, je vais m'expliquer sur mon choix. Lotte Kopecky, en fait, je trouve qu'elle représente le cannibale, dans le sens où n'importe quelle course, quel que soit le profil, elle est capable de la remporter. Et elle l'a fait aussi cette saison. J'ai pas son nombre de victoires sur l'année. Là, j'ai pas retenu, mais c'est tout simplement énorme. Et du mois de février jusqu'au mois d'octobre, elle remporte des victoires. Elle a gagné Paris-Roubaix avec le maillot de championne du monde, les Strade Bianche. Elle a été aussi très forte sur les petites courses par étapes de 3 ou 4 jours. Et selon moi, elle a aussi confirmé son niveau absolument monstrueux sur un grand tour en terminant deuxième du Giro, et le matin de la dernière étape, elle était encore qu'à une seconde de Longo Borghini au général, si je me trompe pas. Et voilà, tout ça, pour moi, ça représente vraiment son niveau, qui est absolument, absolument incroyable. Et puis ce titre de championne du monde aussi, il est significatif que Lotte Kopecky, même quand sur le papier c'est pas forcément la meilleure parce que le profil l'avantage pas, qu'elle a pas la plus grosse formation, bah elle arrive à courir avec sa tête, et clairement elle a dans le final elle a manœuvré d'une façon voilà, absolument elle était hyper sereine. Moi, elle m'a beaucoup impressionné mentalement dans le final de ce championnat du monde, où elle s'affole pas, elle laisse faire
Notamment l'effort à Vollering pour revenir sur Longo Borghini qui partait tout droit vers le titre, et puis bah après elle règle au sprint, donc c'est cette consistance. Moi j'ai été vraiment impressionné par son niveau une fois de plus cette année, avec le maillot de championne du monde. Donc voilà, pour moi finalement j'ai pas réfléchi très très longtemps, dans le sens où tu l'as dit, Titien, si Vollering avait gagné le Tour de France, voilà, ça aurait été plutôt la néerlandaise qui l'aurait emporté selon moi, mais là du coup avec Kopecky, malgré bah voilà les JO où elle a pas réussi à remporter la course sur route, selon moi c'était elle qui était au-dessus toute cette saison. Mais je trouve ça très bien qu'on ait du mal à se départager parce que ça montre à quel point le cyclisme féminin aujourd'hui est plein de suspense et hyper attrayant, très différent là du cyclisme masculin qui est dominé par des mastodontes. On se rend compte voilà qu'il y a pas de patronne en fait dans ce peloton. Il y a deux grandes superstars et puis ensuite qui sont très très fortes, qui gagnent beaucoup de courses mais qui sont pas tant au-dessus du reste, qui ont également des failles. On l'a vu, hein, l'Otto Kopecky, si elle est championne du monde, c'est dans la douleur. On l'a vu, Demi Vollering, malgré sa domination, elle ne gagne pas le Tour de France. Donc voilà, il y a des courses à suspense, des failles, et puis des filles comme, bah, voilà, comme Nimanova ou comme Longo Borghini, bah, voilà, qui remportent des grands tours alors que voilà, on les attendait pas forcément. Donc ouais, même au sprint, voilà, entre Lorena Vibes, qui est évidemment la plus grande sprinteuse du peloton, battue 2 fois par Charlotte Cole sur le Tour de France. Donc moi, je suis hyper hypé par ce cyclisme féminin. Et alors, on en reparlera sûrement en janvier, mais les transferts de l'intersaison en cyclisme féminin vont rendre encore, je pense, encore beaucoup plus intéressante qu'elle ne l'était la saison prochaine. Donc ouais, je suis trop trop content parce que on a des bagarres de fou, on s'ennuie pas pendant les courses. Et puis, bah, c'est pareil, cyclisme féminin, ça se développe, mais on voit qu'on n'est pas du tout encore au niveau du cyclisme masculin en termes d'organisation d'équipe, de courses, etc. Et ça donne bah, voilà, des courses hyper intéressantes, traites qui lancent de loin, pas cadenassées du tout. Donc, ouais, bah, enfin, je trouve en tout cas que cette symbolique de pas arriver à être désigné de cannibale, je trouve ça plutôt positif et intéressant pour ce cyclisme. Bah oui, je te rejoins à 100%. Je pense on peut rester là-dessus. Ça fait effectivement une très belle pub pour suivre le cyclisme féminin. Euh, voilà, on n'a même pas parlé non plus de Marianne Vos qu'on n'a pas cité, mais qui fait également elle une très très belle saison, et qui a Il y remporté a vraiment des beaucoup de grandes noms en fait. courses. Et ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est cette densification du peloton, et ça tire tout le monde vers le haut, en tout cas en termes de niveau. Donc c'est super intéressant à suivre. Bah voilà, bah merci messieurs pour ces awards. N'hésitez pas, bien sûr, en commentaire à nous dire pour qui vous auriez voté. Puis en plus là, c'est important parce que ça va permettre de nous départager. Pour conclure cette émission, pour la troisième partie, on va parler du parcours du Tour de France. Qui a été révélé en même temps que le parcours masculin en 2025. Bah, il y a quelques nouveautés pour le Tour de France Femmes, notamment le fait qu'il y ait 9 étapes, 9 jours de course. Je crois qu'il y avait 9 étapes cette année, mais avec deux demi-étapes. Là, on a 9 jours de course, et également un grand départ de Bretagne avec les trois premières étapes. On va traverser la France en diagonale, où l'arrivée finale sera jugée à Châtel. Bah, peut-être avant de rentrer dans le détail du parcours, qu'est-ce que vous pensez de manière générale, bah, de ce départ, de l'arrivée dans les Alpes, l'absence de chrono? Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je trouve que ce début du Tour de France, il est intéressant. En plus, moi, la deuxième étape arrive à la maison, donc je me ferai un plaisir d'aller regarder les étapes. Et c'est aussi des routes d'entraînement que je connais. Et c'est vraiment pas très plat dans le coin, quoi. Il y a vraiment des énormes coups de cul, et ça peut donner des trucs très intéressants, notamment sur les arrivées finales, où je pense qu'on pourrait avoir des sprints où il y aurait eu un très gros tri, et tu vois, il y aura des courses qui vont aller chercher des bonifications. Et je pense que ça aura vraiment un impact sur la course et sur le final.
Mais sinon, moi je trouve ça aussi assez logique qu'on étire petit à petit cette durée du Tour de France et qu'on fasse ça étape par étape. Le fait qu'il n'y ait pas de chrono, c'est peut-être un peu dommage, mais faut aller petit à petit et il y aura peut-être des étapes en plus dans les prochaines années avec des chronos en plus. Et ouais, je l'aime beaucoup ce parcours. Il sera plus difficile qu'on ne le pense, je pense. Et il y a vraiment de tout pour que les grosses puissent s'exprimer. Ouais, je suis d'accord, c'est un très beau parcours. Le seul point noir pour moi, c'est cette absence de chrono. Je trouve quand même que un grand tour et le Tour de France, qui est censé être la plus grosse course par étape du monde, bah, elle est censée récompenser l'ensemble des coureuses. Et rouler, savoir rouler, c'est quand même bah, voilà, une qualité. C'est quand même dommage. Il y a quand même trois étapes là, qui suivent Angers, Poitiers, Guéret, qui se ressemblent un petit peu. On devrait avoir 3 sprints potentiellement, même si à Guéret ce sera un petit peu accidenté, mais ça aurait été bien de mettre un chrono. Et puis en plus, ce chrono à mi-course, il aurait ouvert la course pour les étapes de montagne. Tandis que là, alors oui, il va y avoir des premiers écarts à Plumelec, mais ça va se jouer au punch. Donc entre les meilleurs, il n'y aura pas d'énormes différences. Sur la deuxième étape, voilà, enfin, il va y avoir des différences qui vont être faites, mais assez minimes. Ensuite, on a 3 étapes de sprint. Et puis ensuite, on a 2 étapes, voilà, où sûrement les coureuses un peu, des opportunistes, des baroudeuses pourront réussir. Donc c'est un tour qui est quand même fait pour maintenir le suspense vraiment jusqu'au bout. Et donc voilà, dommage cette absence de contre-la-montre, qu'aurait bien ouvert la course. Par contre, j'adore le week-end final. J'adore cette étape du col de la Madeleine là, qui va être l'épouvantail, qui est très très dur par la chambre. Hein. C'est pour moi un des plus durs cols en France. Hein. 19 km et 8% de moyenne, ça rigole vraiment pas. Il n'y a pas un seul moment de récupération par ce versant-là de la Madeleine, donc ça va être très très dur. Et ils ont mis une étape très très ouverte en dernière étape, et ça c'est vraiment cool aussi. Bah, c'est assez original, hein, cette montée de Jouplane en plein milieu de l'étape, mais je trouve que c'est hyper cool parce que à mon avis, si le classement général est assez serré, il va se passer des choses dans Jouplane et ensuite ce sera chacune pour soi dans les 60 derniers kilomètres avec encore un col difficile de 6 km à 8,5% à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Donc, ouais, une dernière étape hyper ouverte, c'est tout ce que j'espère. Ça bloquera pas la course et non, franchement, il est nickel ce parcours. Moi, je lui mettrais un 8 sur 10 et ce qui est un peu dommage, c'est l'absence de ce contre-la-montre, mais sinon, il fera plaisir à tout type de coureuse. Moi, ce que j'aime bien, c'est en évolution par rapport au parcours des années précédentes, c'est qu'on sent une montée de la difficulté qui est aussi présente d'année en année, mais c'est crescendo. C'est-à-dire qu'on va pas tout de suite nous mettre des étapes absolument horribles ou qui sont de plus en plus dures. Là, on a quand même l'étape dans le Massif central qui part de Clermont-Ferrand pour arriver à Ambert. Elle est loin d'être simple. Ça va être, je pense, la première étape où on va voir les grimpeuses à l'œuvre, mais on n'est pas non plus sur une abondance d'arrivée au sommet. Au final, l'arrivée au sommet, on a selon moi que celle au col de la Madeleine, parce que l'arrivée à Châtel c'est pas considéré comme une arrivée en haut d'un col, mais ça n'empêche qu'il y a 3 étapes et même l'étape de Chambéry également qui vont être difficiles de par la présence de cols ou de montées qui seront pas faciles à gérer dans la fin des étapes. Donc ça je trouve intéressant. Et puis ce départ de Bretagne, il est chouette dans le sens où il y a un enchaînement de 2 étapes difficiles, mais ça peut vraiment être, ça va être le feu en fait. Ces 2 premières étapes, on peut peut-être revenir un petit peu plus dessus pour le moment. Quand on voit les parcours et notamment la première étape elle fait 79 km. C'est vraiment très court avec l'arrivée à la côte de Cadoudal. Clairement ça devrait se jouer sur la fin dans une montée sèche, mais avant on a quand même un enchaînement hyper usant. Ça va partir à toute vitesse.
Et clairement, ça va pas être facile de contrôler. Et puis le lendemain, c'est pareil. On a une étape que tu connais bien, Loïc, du coup, et clairement, y a rien de plat. On est encore sur 110 km, donc c'est pas non plus très long. Et ça va être hyper nerveux. Bah oui, ça va être ultra nerveux. Il y a vraiment des coups de cul de partout. Il me semble qu'elle passe sur le parcours de la Coupe de France masculine qui arrive à Quimper. Et en fait, bah, c'est enfin, des énormes. Enfin, c'est ultra punchy en fait. C'est vraiment pas facile. Je pense qu'il va y avoir vraiment des groupes assez serrés qui vont arriver. Il n'y aura pas des différences au classement général pour sûr, ça c'est certain, mais vraiment au niveau des bonifs, et je pense qu'il y aura ce sera une entrée en matière qui sera pas facile, et je pense que si on n'est pas en forme, on peut vraiment avoir du mal sur ces premières étapes. Et il y aura pour sûr des coureuses qui vont partir faire des petites différences dès le début, et à voir comment les équipes vont réussir à contrôler tout ça, quoi. Titien, une réaction sur ce départ de Bretagne? Ouais, bah, je suis d'accord, hein, ça va être très très dynamique. Comme tu l'as dit, des distances courtes. Elles vont avoir le couteau entre les dents. Il va y avoir un vrai combat entre celles qui vont tenter d'anticiper et puis celles qui vont jouer leur finish, leur punch. Donc non, très, très intéressant. Un début de tour dynamique. On espère juste que ça va pas être un copier-coller les deux premières étapes, mais en tout cas, il y a de quoi faire chez les filles. Donc ça laissera. C'est des profils ouverts à plusieurs types de coureuses, donc c'est très sympa. Et puis on a aussi sur ce tour une répartition entre des étapes longues. Il y en a quand même 3 qui font 160 km ou plus. Donc ce qui n'est pas une distance qui est non plus parcourue hyper souvent par le peloton féminin. En général, on reste quand même souvent en dessous des 150 km. Et puis ces étapes courtes, nerveuses, et notamment sur le dernier week-end. Alors tu l'as dit, Titien, si je me trompe pas, ton étape préférée, celle qui arrive au col de la Madeleine, ça va être absolument terrible. Et c'est aussi encore sur une étape courte. J'ai l'impression que c'est assez bien ajusté aussi de ce côté-là au niveau de la longueur, de la répartition des difficultés. Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais en fait, c'est plus cette étape, elle est très belle, mais c'est l'agencement des deux dernières étapes, moi, qui me plaît beaucoup. Clairement, s'ils avaient mis la dernière étape avant l'étape de la Madeleine, ça aurait fait un gros pchit, tandis que Mm. là, la Madeleine, elle va mettre tout le monde à sa place. Grosso modo, le classement général, il va être, bah voilà, enfin, sur ces 18 kilomètres de la Madeleine, chacun va être relégué à la place qui lui va, et ça ouvre énormément de possibilités entre à la fois celles qui auront perdu beaucoup de temps et qui tenteront le tout pour le tout. Ça se trouve, il y aura deux trois coureuses en 30 secondes et il va y avoir des stratégies mises sur la dernière étape, etc. Donc moi j'adore vraiment qu'il y ait une étape comme ça qui met tout le monde à sa place et qu'en même temps il y a encore une chance le lendemain sur des possibilités plus tactiques de créer des choses, parce que dans la Madeleine il n'y aura pas de possibilité tactique du tout, ce sera les gens qui parleront. Donc ouais, et pour moi c'est le col le plus dur qui a été mis. Voilà, je trouve ça plus dur que l'Alpe d'Huez, je Mm. trouve ça plus dur que le Tourmalet il y a 2 ans. Donc pour des femmes, ça va vraiment, c'est vraiment un énorme morceau. En plus, l'étape part en bosse. Là, l'étape de la Madeleine, il y a quand même 13 km à 6,5%. Donc on devrait déjà avoir une super bagarre dès le début de l'étape. Non, non, très, très, tout est, enfin vraiment, tout est très bien tracé pour moi sur ce week-end final. Loïc, ton avis sur ces 2 derniers jours de course et le week-end alpestre pour finir? Bien, moi j'adore cette fin de course. Faudra juste que ASO se débrouille pour que il y ait les diffusions des étapes sur toute la course. Parce qu'en effet, euh, cette huitième étape, en fait, elle commence en boss et il y aura des différences qui vont se faire dès le début et j'espère que tout sera télévisé et qu'on pourra tout voir, quoi. Ah, sur 112 km peut-être sur la fin. J'espère qu'en tout cas ça sera le cas sur 2 étapes courtes comme ça. Il y a des chances, ouais, parce que c'est sûr qu'il va y avoir du beau spectacle. Et Euh, juste, ouais, ouais. ouais, sur l'étape 9, la dernière, Mm, ouais, l'étape 9, ça peut vraiment être un des gros moments de l'année, parce que Jouplane à la mi-course, on connaît Jouplane, mm, hein, mm, mm. c'est horrible comme col.
elles peuvent très bien passer les unes après les autres dans ce col à toutes les 30 secondes. Et ensuite, il faut imaginer ce que ça va être comme fin d'étape, 60 km avec encore une bosse, puis que du faux plat montant jusqu'à l'arrivée. Ça peut vraiment être un combat de femme à femme et ça peut vraiment donner un spectacle incroyable. Donc, comme ça peut faire pchit, effectivement, hein, mais en tout cas, l'opportunité permise par ASO ici d'avoir une étape complètement folle de bout en bout, bah, je trouve ça très bien osé. Je n'avais jamais vu Vojoplan dans une situation un peu pivot en étape comme ça. On peut vraiment avoir un très très grand moment de cyclisme et donc ça va être cool. Ouais, surtout qu'on a été habitué notamment aux tentatives de retournement de situation surtout dans le cyclisme féminin. On pense au Tour de France cette année, il y a eu la Vuelta en 2023 et clairement c'est effectivement un beau terrain de jeu et un beau tremplin et oui, ouais, je me suis pas exprimé peut-être pour conclure sur l'absence de chrono dont t'en as parlé, Titien. Je suis aussi un peu déçu que sur 9 étapes, 9 jours de course, on mette pas plus en avant cet exercice. Il y avait forcément de quoi faire et puis ça veut dire que une fille qui va viser le Tour de France, elle peut laisser de côté le vélo de chrono toute l'année pour se concentrer vraiment sur d'autres efforts et c'est un petit peu dommage quand on veut je trouve pousser la discipline vers le haut. Pour moi le chrono est vraiment un exercice important et particulier du cyclisme à haut niveau, donc c'est un petit peu dommage de le laisser sur la touche, mais espérons en tout cas qu'il revienne les années suivantes et puis on surveillera aussi sur le Giro et sur la Vuelta s'il décide de mettre un chrono individuel au programme. Est-ce que vous aviez encore une réaction par rapport à ce parcours du Tour avant qu'on puisse conclure? Non, pas pour moi personnellement. Très bien. Eh ben, on va pouvoir se quitter pour dire aussi à tout le monde qu'on sera de retour en janvier 2025 avec la petite reine. On fera sûrement une émission sur les transferts parce que on en a brièvement parlé, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées de ce point de vue-là dans le peloton féminin, notamment Vollering à la FDJ Suez, qui est quand même le gros transfert de l'année. La vidéo est incroyable. La vidéo est absolument géniale. Tu fais bien d'en parler. C'est top. Allez voir sur la chaîne YouTube de la FDJ Suez. Ça vous prendra pas beaucoup de temps. Je crois qu'elle fait 1 ou 2 minutes, mais elle est magnifique. Et ils ont même fait une vidéo inside aussi sur les coulisses de cette vidéo. Et ouais, c'est top et ça annonce de belles choses pour la saison 2025. Merci Titien, merci Loïc pour votre participation. On se dit à très bientôt et puis n'oubliez pas, si vous voulez regarder du cyclisme féminin, il y a du cyclocross tous les week-ends, donc n'hésitez pas, il y a aussi un très très beau spectacle avec du très très haut niveau et bien évidemment pensez à vous alimenter car la fringale guette. Allez, à bientôt tout le monde, ciao ciao. Ciao les copains.